devant des besoins de plus en plus nombreux et coûteux des populations, face à des ressources de plus en plus rares et précaires, couronné d'une volonté affichée des autorités publiques en quête permanente de l'excellence dans la gestion des finances publiques, le budget programme, responsabilisation des acteurs, obligation de rendre compte, transparence dans la gestion publique, le budget programme, une approche de programmation, de budgétisation, de gestion axée sur les résultats. Le budget programme pour une administration burkinabé plus performante, un impératif pour l'édification d'un Burkina émergent. Le budget programme pour le bien-être du citoyen burkinabé. Soutenir le tissu économique de notre nation. Croire en vous et à vos projets. Intervenir dans tous les segments de l'économie. Demeurer le meilleur choix des PME-PMI. Accompagner votre bien-être, tel est le leitmotiv de notre existence. Vos défis sont les nôtres. Soyez plus ambitieux. Avec nous, visez encore plus haut. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque burkinabé certifiée ISO 9001, version 2008. Je demande. C'est Floby. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas ta faute. À chaque fois que tu payes un CD piraté, tu pousses un artiste comme moi dans la rue. Soutenez les artistes. Refusez d'acheter tous ces CD piratés. On est ensemble. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique et financier Ecofinance. Il y a de cela 2 semaines, il est ressorti qu'en 2009, le secteur de la culture a créé une richesse d'environ 79 milliards, bien entendu, en 2009. À côté de cela, environ 164 000 emplois ont été créés. Des richesses créées par des acteurs culturels, avec l'appui des autorités publiques et des partenaires au développement. Mais que de difficultés et d'entraves à l'essor de ces secteurs qui pourtant est déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement de notre pays. Nous avons eu à suivre des exemples d'entreprises bien réussies et à travers la deuxième partie de notre émission, il s'agira pour nous encore de revenir sur l'état diagnostic du secteur culturel dans le développement du Burkina Faso pour étayer par des exemples encore plus concrets sur les entraves rencontrées par l'ensemble des acteurs et également sur les appuis multiformes que pourrait apporter l'État et également les partenaires au développement. Il s'agira également dans cette deuxième et dernière partie de notre émission de faire surtout des propositions de suggestions, de recommandations afin que ce secteur joue le rôle qui lui est le sien dans le développement de notre pays. Et pour ce faire, nous recevons encore pour vous, comme dans la première partie de notre émission, un public pluridisciplinaire conduit au niveau du présidium par Monsieur le conseiller technique de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, Monsieur Jean de Dieu Vokouman, également Monsieur Guéda Jacques Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou, la Ligue des consommateurs représentée ce soir encore par Monsieur Da Daniel Ien et un opérationnel culturel en la personne de Monsieur Martin Zongo. Il est administrateur du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, CITO. Pour permettre à ceux qui nous prennent en marche, je voudrais que Monsieur le conseiller technique de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme revienne globalement ou sommairement sur le contenu de la culture
et que également M. Gueda Jacques Ouédraogo nous donne la substance de l'apport de la culture dans le développement du Burkina. Je crois que nous avons dans la première partie abordé véritablement tous les aspects qui touchent véritablement à la définition de la culture. J'espère que les téléspectateurs nous ont suivis véritablement et qu'ils ont retenu quand même les aspects essentiels développés. Nous avons également mis le doigt sur les contraintes qui entravent véritablement une véritable éclosion de la culture burkinabé. Beaucoup de mots ont été énumérés par les acteurs et qui nous appellent à une véritable réflexion approfondie pour donner beaucoup plus un coup de pouce là à notre culture. Les acteurs se sont exprimés. Nous avons également eu des exemples. Des exemples qui sont des objets de fierté pour nous. Des promoteurs privés qui se sont engagés et qui ont véritablement donné une leçon de réussite à ceux qui hésitent encore. Nous invitons tout le monde à se lancer sur la voie, la promotion de la culture, tous les acteurs à s'armer de courage et à poursuivre le travail. Nous sommes là ce soir. Nous allons approfondir encore le débat pour donner beaucoup plus de chance à ceux qui voudraient entreprendre de véritablement s'en sortir, d'avoir toutes les chances de s'en sortir. Voilà. Et que certainement les propositions de suggestions qui ressortiront dans cette émission fassent l'objet d'une certaine attention au niveau des autorités. Absolument. Vous nous rassurez cela? Absolument. D'accord. Absolument. Je crois que tous les techniciens sont là, nous sommes tous ensemble et que notre ministre qui est absent nous écoute également. Je crois que ensemble nous allons travailler à ce que toutes les recommandations suggérées puissent quand même connaître des effets effectifs. D'accord. Voilà. Merci bien, monsieur le conseiller technique. Je reviens un peu vers monsieur Gueda Jacques Ouédraogo. Vous avez eu à accompagner le ministère dans l'élaboration d'une étude qui a porté sur l'impact de la culture dans le développement ou dans l'économie du Burkina Faso. Est-ce qu'on peut avoir la primeur ou bien la substance, le résumé des résultats auxquels vous êtes parvenus à travers cette étude? Bon, merci, madame. En termes d'apport de la culture sur l'économie du Burkina Faso. Merci, madame. Je pense que vous avez déjà donné les informations relatives aux résultats de cette étude. Quand on évalue les impacts sur le plan économique, on s'intéresse aux revenus, on s'intéresse naturellement aux emplois, parce que les revenus viennent des emplois, et on s'intéresse à la contribution aux échanges extérieurs, comme on dit, à la balance des paiements. Donc c'est ce que nous avons essayé d'évaluer. Vous avez donné les chiffres, 76 milliards. 79 milliards, autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 76. 79 milliards, donc 2% du PIB de l'année 2009. Et un peu plus de 164 000 personnes vivant essentiellement du travail dans le secteur culturel. Simplement officiellement recensé. Recensé officiellement à travers une enquête officielle de l'INSD. Voilà. À ce niveau, on peut ajouter que ça représente à peu près 43% de femmes et 57% d'hommes. Donc la ventilation entre les hommes, c'est de l'ordre de 43% pour les femmes et puis 53% pour les hommes. Voilà. Et ces 164 000 emplois représentent à peu près 1,76% des actifs occupés de l'année considérée, c'est-à-dire de l'année 2009. Bon, apparemment, c'est pas beaucoup, mais 1% de points d'emploi, ça compte beaucoup. Quand vous regardez actuellement les discussions sur les taux d'emploi, vous voyez si ça varie de 1 point, quand même les gens, positivement, les gouvernements sont très importants. Donc les 1,78%, c'est très très important pour notre économie. La fonction publique même n'emploie pas autant.
Voilà, je crois que la fonction publique n'emploie pas autant. Je pense que nous n'avons pas 150 000, en tout cas. C'est vous qui pouvez nous dire, vous êtes du ministère de l'économie et des finances. Voilà. Le ministère de l'économie est là-bas. Il pourra réagir. Voilà. Peut-être que c'est le revenu individuel qui est faible, parce que quand je fais les estimations, au niveau de tout le Burkina, le revenu individuel que chacun gagne est faible, mais il va de soi que chacun ne gagne pas le même revenu. Il y a des gens qui gagnent plus et d'autres qui gagnent moins. Voyez? Mais quand je fais la moyenne, je tourne autour de 26 000 francs mensuels par mois pour les 164 000 contribuants à hauteur de 73 milliards, parce que dans 79 milliards, parce que dans les 79 milliards, ça ne revient pas uniquement aux travailleurs. Ça ne revient pas uniquement aux travailleurs, ça revient, il y a une partie qui va à l'État. C'est ça. Il y a une partie qui va éventuellement à des gens qui ont financé et ainsi de suite. Donc quand on fait les estimations, le niveau individuel de revenus est relativement faible. Et cela est à mettre en relation avec le fait que l'essentiel de l'emploi dans ce secteur-là, c'est le secteur informel. C'est des petites entreprises, n'est-ce pas, représentent à peu près 73% de l'ensemble des entreprises qu'on a recensées. Okay. Donc ça fait que, vous savez, les revenus dans le secteur informel sont relativement faibles. Voilà. Donc environ 73%. 67% des entreprises. Non, des entreprises qui opèrent dans le secteur informel, dans le secteur culturel sont dans l'informel. Informel, voilà. C'est important. Mais on peut imaginer que l'emploi aussi suit à peu près la même tendance. D'accord. Voilà. Au niveau de la balance des paiements, c'est comme je l'ai dit, si on s'intéresse uniquement aux importations ou aux exportations, nous sommes déficitaires. 143 milliards d'importations en 2011 contre 13 milliards seulement d'exportations, ce qui fait à peu près un déficit de 130 milliards de francs CFA. D'où un défi à relever pour éventuellement inverser la tendance. Voilà. Mais quand on regarde les données du BBDA, on se rend compte qu'à ce niveau-là, nous sommes excédentaires. C'est-à-dire que ce qui rentre est nettement supérieur à ce qui sort. C'est ça. Donc ça montre aussi qu'il y a des niches où on peut être relativement compétitif. D'accord. Voilà ce que je peux dire comme résumé. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Et sur ce, je vous invite à suivre le premier reportage de cette partie de l'émission. Et ça a trait à la situation actuelle de l'économie culturelle au niveau du Burkina Faso. Ils sont nombreux les Burkinabés qui sont surpris lorsqu'on leur parle de l'existence des industries culturelles dans leur pays. Et pourtant, que ce soit dans le domaine de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel, du livre, de l'artisanat, des arts de la scène, on note l'émergence de structures fortes et dynamiques. Et dans le travail, eh bien, on emploie des gens, on les rémunère, on respecte le code du travail, on utilise des outils. Dans la scénographie, on construit des décors, on construit des costumes, on fabrique de la lumière. Et en même temps aussi, dans le mode de diffusion, on utilise des salles de spectacle, on lance des invitations, on fait des entrées, on a des recettes, on redistribue ces recettes, etc. Combien ça représente les droits voisins du BBDA? C'est énorme. Moi, à mon niveau, de 2000 à 2013, j'en ai pour 50 millions. C'est des droits d'auteur. Et le plus gros chèque que j'ai eu, c'était en 2006, c'était 14 millions. En 2008, j'avais 45 Burkinabés, 2 mois en Europe, avec des cachets de minimum de 1 million. Ça fait 45 millions en 2 mois. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, quoi. Le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, l'atelier théâtre burkinabé, l'espace culturel Gambidi, l'école de danse Irène Tassambedo, les nuits atypiques de Koudougou, pour ne citer que ces structures, ont donné une autre dimension aux arts de la scène. Les NAC rapportent économiquement à la ville de Koudougou beaucoup. De la vendeuse des cacahuètes jusqu'aux restaurateurs, en passant par ceux qui vendent les oignons et vendent les rôtis, tout le monde y trouve son compte. Dites-vous, il y a des restaurateurs qui nous ont dit « Nous faisons notre chiffre d'affaires pendant les NAC que tout le reste de l'année. » C'est quand même formidable. Et nous avons aujourd'hui la boîte de nuit la plus huppée
de la sous-région. C'est quand même beau. Et les NAC, ils sont pour quelque chose. Dans le domaine musical, on assiste à une véritable explosion des maisons de disques, surtout à partir des années 2000. Seydoni Production, les studios à Bazon, Tam Tam Production, la liste est longue. La filière livre et presse, même si elle se fait discrète, n'en est pas moins dynamique. On compte environ 45 imprimeries fonctionnelles au Burkina Faso. L'objectif, c'est de produire les auteurs burkinabés et les faire connaître, non pas seulement au Burkina ici, mais dans le monde. On n'arrive pas à satisfaire la demande parce que beaucoup de Burkinabés écrivent. Et que dit du cinéma? Ouagadougou n'est-elle pas la capitale africaine du 7e art? Mieux, le marché de l'audiovisuel est l'un des plus importants des marchés de la culture. Moi, je peux dire que ça m'a apporté beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, quand même, ça m'a ouvert un certain nombre de portes. C'est-à-dire, ça crée des relations, ça a ouvert les portes. Au Burkina Faso, le secteur de la culture se caractérise par sa diversité et contribue fortement à l'économie du pays. Selon les chiffres du ministère en charge de la culture, en 2009, le secteur employait environ 165 000 personnes et la valeur ajoutée dégagée par les filières culturelles était estimée à environ 80 milliards de francs CFA. Un chiffre qui, selon les spécialistes, pourrait être multiplié par 2, voire par 3 si le secteur était encore plus organisé. Est-ce que vous confirmez la conclusion du reporter qui dirait que si toutefois certainement l'ensemble des entraves et difficultés qui ont été relevées dans la première partie étaient levées, il se pourrait que la contribution de la culture à l'économie ou au développement du Burkina soit au-delà des 84 milliards qu'il a annoncé, même si le professeur a parlé de 79 milliards. Tout dépend de la source. Hein. Voilà. Ah, il a arrondi. OK. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ce qu'il a dit? Non, je suis d'accord. Mm-hmm. Je me dis que si ensemble nous arrivons véritablement à amoindrir toutes ces entraves-là, je crois qu'il y a de l'espoir. Mm-hmm. L'espoir, on parle d'or actuellement, effectivement, oui, mais je crois que ce qui nous a fait connaître, c'est véritablement la culture. Et si nous arrivons véritablement, parce que nous sommes là pour échanger, nous sommes là à lever pratiquement tous les lièvres, je crois que ça peut nous valoir des satisfactions sur le plan économique. Mm-hmm. Voilà, j'adhère véritablement. D'accord. Intervention au niveau du présidium, le temps que les uns et les autres puissent intervenir désormais abondamment à satiété. Allez-y, Monsieur Zongo. Merci beaucoup. Je crois que si dans une période relativement récente, la culture était perçue comme un secteur improductif, uniquement budgétivore, nous en avons souffert. Aujourd'hui, il n'est pas besoin de faire un dessin pour que les gens se rendent compte que la culture est un secteur économique important et que la culture peut contribuer de façon notable au développement de notre pays. On a parlé donc du caractère pourvoyeur d'emploi, par exemple, de la culture. Il y a deux aspects à ce niveau. On peut être employé dans un service de promotion culturelle, comme la culture permet aussi à beaucoup de personnes de s'auto-employer, et ça c'est extrêmement important. Dans un pays où nous avons comme une sorte de croissance du banditisme, je crois que beaucoup de personnes ont été sauvées de cet univers-là de la délinquance parce que elles ont pu s'approcher d'un milieu, d'un centre culturel, ont appris à faire de la musique, de la danse, du théâtre, et cela leur a servi de tremplin pour s'extirper donc du milieu du chômage, de la délinquance et tout ça, et pour devenir un acteur actif du développement. Si je donne quelques exemples pour corroborer ce que l'élément vient de dire, au niveau du CITO, nous employons en permanence 12 personnes. Et ces 12 personnes nous coûtent un salaire mensuel de 2 415 000. Ce n'est pas rien. Ce qui veut dire qu'en une année, rien que les salaires, il nous faut environ 29 millions pour les payer. Et derrière chaque salarié? Et derrière
chaque salarié, comme vous dites, il y a toute une famille, il y a toute une chaîne. En dehors même du fonctionnement administratif et du paiement des salaires, il y a l'activité propre de production, de création. Pour un spectacle que nous devons créer, eh bien, les personnes directement impliquées vont aller de 20 à 40 ou 50. Et chaque personne a un contrat, chaque personne est rémunérée et il y a donc tous les services environnants tels que la production des décors dont parlait Étienne dans le reportage. Il y a les techniciens, il y a les couturiers, il y a la restauration, il y a le carburant qu'on paye, il y a les locations de salles, il y a une micro-activité qui se développe autour donc de la création du spectacle et qui fait vivre beaucoup de personnes. Je crois qu'aujourd'hui c'est très clair, la culture a son mot à dire dans l'économie et le développement en général de notre pays, à condition, comme ça a été la clôture, du moins la conclusion de l'élément, qu'on puisse travailler à lever les contraintes pour affranchir la culture de ces entraves-là, afin qu'elle puisse peut-être véritablement donner la pleine mesure de ce qu'elle peut apporter au développement. J'ajoute pour terminer dans un premier temps que les chiffres qui ont été rapportés dans soit dans l'étude, soit dans l'élément qui a été diffusé, ce sont des chiffres qu'il faut sûrement revoir à la hausse. Parce que vous savez, une étude comme ça n'arrive pas à embrasser tout le monde actif. Malheureusement, les statistiques aussi ne sont pas produites comme il faut. OD, en son temps, a beaucoup œuvré pour que les acteurs culturels puissent produire les statistiques afin qu'effectivement on puisse comptabiliser, capitaliser ce que la culture produit comme effet sur l'économie, mais il faut que ça continue. Mais si on parle de 79-80 milliards, je suis sûr que c'est un peu plus. Parce que rien qu'au niveau de notre structure, de 2004 à 2009, nous avons géré plus d'1 milliard de francs CFA. Rien qu'au niveau de la seule structure. Et il y a des structures aussi qui n'ont pas été approchés, qui n'ont pas pu donner des résultats de leur vécu au quotidien. Donc, c'est la confirmation, on ne peut plus, que la culture, c'est un secteur économique par excellence. Il va falloir travailler à pouvoir donc lui donner les moyens de jouer pleinement son rôle. S'il y a plus de consommation des produits culturels, cette contribution va augmenter. Les manifestations culturelles qui sont conduites ou menées au Burkina Faso drainent du monde, mais également c'est des activités économiques immenses qui tournent autour. Quand vous dites qu'une pièce fait 25 millions, vous prenez les NAC, effectivement, vous prenez un festival hip-hop, etc. C'est toute une... J'appelle ça, c'est vraiment ça l'économie culturelle. L'avantage, ou du moins l'appel que j'aurais à lancer au ministère, c'est de faire de ce secteur-là un secteur qui pourrait rester plus longtemps que ce que nous sommes en train de consommer actuellement avec l'or. C'est faire en sorte que... L'or blanc. Ensuite, il y a l'or jaune. Je n'ose pas dire tous les ors, mais... Peut-être que la culture, c'est le diamant. Par exemple. Il faudrait travailler, regarder tous les festivals, toutes les activités qui sont menées, qui sont conduites. C'est pratiquement toute la ville de Koudougou, tout est Koudougou, ou c'est Garango, je crois, pour les arachides. C'est Awadou, mais je ne sais pas qui ne sort pas ces jours-là. Donc c'est quelque chose qu'il faille conserver. J'apprécie bien le reportage et je demande au ministère d'en prendre acte et d'en faire encore plus. Surtout que Ouagadougou, où le Burkina est devenu le carrefour de grandes rencontres au niveau international, c'est un canal aussi, voilà. Oui, il faut préciser aussi que nous avons des amis tous, dès qu'ils entendent Siao, Fespaco, ils disent, écoute, tu ne peux pas trouver un moyen pour que je puisse venir au Burkina là. On en parle tellement, on ne croit pas que c'est ce même pays qui est classé, je ne sais pas quel
Mais au plan des richesses organisationnelles, il faut le dire aussi, parce que c'est ça, on a cette facilité, on a ce succès dans l'organisation qu'il faut capitaliser, accompagner. C'est simplement pour préciser que le revenu dont il est question, ça émane de l'activité principale des gens. Autrement dit, les activités secondaires ne sont pas considérées. Par conséquent, si on arrivait à prendre ça en considération, on va trouver un chiffre certainement beaucoup plus élevé. Je voulais simplement aussi signaler que le domaine de l'édition, pour parler des externalités, les effets extérieurs, consomme pour 8 milliards de consommation intermédiaire. En 2000, ça consommait 8 milliards de consommation intermédiaire en 2009. C'est-à-dire que c'est 8 milliards dont profitent d'autres agents économiques. Uniquement la presse là, mais livres et puis édition. Voilà. J'avais aussi mes questions, je ne sais pas si je peux les poser pour qu'ils répondent. C'est maintenant, allez-y. Voilà, donc je voulais poser les questions là, parce que je me dis que la demande des biens culturels dépend d'un certain nombre de facteurs. La qualité, la capacité et puis les prix. Bon, j'ai eu l'occasion de voyager au Ghana et je suis allé sur un marché qui s'appelle Mankola Market ou Dedifes Dizamba Market. Si vous allez à Accra, allez voir. Mais au marché, il y a des femmes qui vendent des pains et qui sont en même temps installées comme couturières. Eh bien, si vous achetez les pains auprès de ces femmes, comme sont habillées nos sœurs, très bien habillées nos sœurs et nos épouses ici présentes, eh bien, vous revenez dans 2 heures et vous donne la tenue complète. Dans 2 heures. Pas plus que ça. On m'a dit aussi qu'à Bamako, c'est comme ça. Mais ici, quand on donne quelque chose à coudre, il faut combien de temps? Je ne compare pas avec Taïwan, mais parce que vous avez la trame de Taïwan et Mana. Je ne compare pas avec Taïwan ou l'Inde, où les gens vous cousent toute la veste, le pantalon complet, 3 vestes en un jour. Il y a un problème. Ensuite, puisqu'il faut qu'on dise ça... Ça, c'est à l'adresse des acteurs. Oui, des acteurs. Je pose des questions en profane. Voilà. Bon. Il faut quand même qu'on puisse regarder ça. Allez-y. Ensuite, au niveau des prix, quand je m'habille avec des choses, des habits importés, c'est nettement moins cher qu'avec nos propres habits. Si je dois m'habiller comme M. Emana est habillé actuellement, ça dépasse largement ce que je peux avoir en important des habits importés. Donc il y a un problème de prix. Alors comment faire? Il faut qu'on trouve des solutions à ça. Les femmes qui font les tissus, est-ce qu'il faut les appuyer pour qu'elles s'équipent pour pouvoir faire des tissus, ou quelque chose comme ça, former nos couturiers, etc. Et ce que je dis de ce secteur, c'est aussi valable. J'ai vu à Bobo lors d'une semaine nationale de la culture, quelqu'un qui s'est produit sur scène. Et c'était quelqu'un des îles Canaries, peau blanche. Mais si vous ne le voyez pas jouer, vous ne pouvez pas imaginer que c'est peau blanche qui est venue taper le guimbé comme ce qu'on entendait. J'allais dire que ce jour-là même, il battait les guimbés nationaux, ici à Bobo-Dioulasso. Mais c'est un Espagnol, peau blanche. Et pourquoi? Je me dis que c'est la formation. Ouais. Donc, il faut la formation. Et puis, il faut aussi que... Effectivement, il faut qu'on change d'esprit. J'ai entendu, je comprends. Mais on ne peut pas dire que l'entreprise culturelle ne recherche pas de profit. Si on part de cette base, il faut dire qu'on cherche des profits, mais on n'arrive pas à le faire. On veut s'autosuffire, mais on n'arrive pas à le faire. Et on demande à ce moment un appui. Mais si on dit d'emblée qu'on n'est pas, comme M. Kouala le dit là, que voilà, il y a, c'est de notre production et puis l'autre, même si on est une troupe de théâtre, à mon avis, on doit viser, j'allais dire, l'autosuffisance. Comme on n'arrive pas, on peut demander, bien sûr, à un mécène ou à l'État, etc. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change un peu notre façon de voir l'entreprise culturelle? D'accord.
Je propose que les acteurs réagissent rapidement aux 3 préoccupations. L'économie culturelle et précisément notamment du spectacle dépend énormément du marché. Je vous prends un exemple simple. Vous prenez la Maison du Peuple, elle fait au maximum 3000 places. À 1000 francs l'entrée, ça vous fait 3 millions d'entrées. Et là, j'augmente le nombre de sièges, ça ne vaut même pas 3000. Mais j'augmente, je vais jusqu'à 3000. Ça fait 3 millions d'entrées potentielles. La seule communication publicitaire sur la RTB, vous en avez pour 1 million minimum pour... vous avez la diffusion. Je vais aller à la diffusion. Au minimum 100 000 francs par diffusion. Vous mettez un budget de 10 millions. Ça veut dire que vous avez 10 diffusions que vous consommez en combien de fois par jour. Pour communiquer sur un spectacle, il vous faut au minimum 4 diffusions par jour. 4 diffusions par jour pendant une semaine. 4 fois 8, ça vous fait combien? Voilà. Imaginez déjà le budget, vous êtes à 2 millions et quelques en termes de communication RTB, sans compter les radios, sans compter la salle que vous louez à 200 000 et les affiches, sans compter la sonorisation, sans compter le décor. Aujourd'hui, il est évident que la production, c'est vrai que nous ne produisons pas les spectacles de musique comme le théâtre, mais la production d'un spectacle de musique n'est pas rentable. C'est une perte totale. Le coût de revient est très élevé. Pour l'instant, où nous avons 2 options. Où nous sommes soutenus par le politique au niveau des coûts d'accès des médias publics, en prenant la dimension culturelle de manière spécifique, en nous permettant d'avoir accès à la promotion sur les médias d'État comme la RTB, comme Sidoya, comme la RTB Radio, à certains coûts qui nous permettent de survivre, ou on nous permet d'augmenter les prix des spectacles. Et vous connaissez nos concitoyens. Le marché aujourd'hui est régi par les règles financières. Et ce qui fait aujourd'hui que les entrepreneurs que nous sommes, nous avons longtemps pris d'énormes risques avec nos ressources propres. Certains ont vendu des parcelles, certains ont vendu d'autres choses pour financer. Dieu seul sait où a trouvé les ressources, M. Richard, pour financer ces données de production. Mais aujourd'hui, c'est une perte sèche qui n'est remboursée par personne, qui n'est soutenue par personne. Et le dommage, c'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec notre premier concurrent aujourd'hui, c'est même l'État, qui au lieu de se comporter en bon père de famille et de créer l'environnement utile pour que nous puissions travailler en tant qu'acteurs privés, est devenu aujourd'hui notre premier concurrent. Dans quel sens? Je salue la naissance des Lompolo qui viennent de voir le jour. Je pense que cette initiative venant du ministère de la Culture est à saluer. Dans son exécution, le ministère de la Culture devrait agir comme tous les autres ministères, en faisant des TDR, en lançant des appels d'offres, ce qu'il devrait faire avec le CIAO, avec le FESPACO. Vous avez des entreprises privées qui payent leurs droits, qui payent leurs taxes, qui ont besoin de tels marchés pour survivre. Ça ne doit plus être organisé par des fonctionnaires dont le salaire est garanti. Ce n'est plus le rôle de l'État de faire, mais de faire faire. Donc, pour revenir à votre question, cette bonne dame au Ghana, elle arrive à produire ses tenues en 2 heures parce que le marché le demande en 2 heures. Et le marché met les moyens pour qu'elle le produise en 2 heures. C'est ça. Mais il n'y a pas de demande de tenue de fast-food d'Anfani. Ceux qui le produisent survivent. Combien de demandes il a de cette tenue? Quand vous le voyez, il est élégant. C'est une tenue burkinabé. Ça fait plaisir à voir. Heureusement que certains de nos autorités le portent. Mais au niveau politique, il faut un engagement à consommer burkinabé. Il faut que les plus hautes autorités de Burkina les portent. Les couturiers se sont réunis. Certains ont fait de belles tenues qu'ils ont envoyées au couple présidentiel. Mais que le président le porte régulièrement dans la tenue officielle. Vous verrez que le marché va suivre. Alors, pour revenir simplement, nous avons besoin, nous en tant qu'acteurs privés, que l'État crée les conditions et laisse les acteurs agir. C'est ce dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un enseignant qui crée les questions de la composition et qui revient s'asseoir à la même table que ses élèves pour composer. Le marché régule les prix. C'est ça. Aujourd'hui, vous prenez la téléphonie mobile. Au début, les coûts étaient à un certain niveau. La concurrence, ça fait qu'aujourd'hui, c'est arrivé à un certain niveau. C'est la réalité du marché. On ne peut pas obliger les consommateurs à consommer à un certain prix. Le consommateur est libre de mettre son argent où il veut. Aujourd'hui, quand on donne les moyens aux acteurs de produire des spectacles de très bonne qualité ou de produire des productions à très bonne qualité dans de très bonnes salles, et vous verrez que le marché va suivre. Les Burkinabés paieront comme ailleurs des spectacles à 50 000 francs s'ils ont l'argent. Il suffit qu'ils aient l'argent. Ils diront, ils savent ce qui est bien pour eux.
Mais quand ils vont à des spectacles à la Maison du Peuple où l'acoustique fait mal aux oreilles, où il y a de l'insécurité, le spectacle est mal organisé, on a les tirs sporadiques souvent de certains qui se prétendent entrepreneurs de spectacle parce qu'ils ont un peu d'argent, ils sont commerçants de riz quelque part. Il a vu que s'il fait venir DJ quelque chose à Ouagadougou, ça va marcher. Il se permet de louer la Maison du Peuple, il lance une communication. Et à la dernière minute, si c'est pas rentable, l'artiste même ne vient pas. Et c'est nous qui pâtissons, il faut que ça s'arrête. Il faut que nous bénéficions d'une certaine protection de l'État. Qu'on ne permette pas à n'importe qui de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État ne permet pas à n'importe qui de soigner un être humain. Qu'on sache que les entrepreneurs de spectacle aujourd'hui soignent la seconde facette de nos concitoyens, l'âme, le volet spirituel. Pourquoi quand la température sociale est chaude, on fait appel aux entrepreneurs de spectacle? Ils savent que les spectacles, que le théâtre, que les arts font baisser la température. Les arts aujourd'hui sont un facteur social très très important et le politique le sait. Mais quand il s'agit d'économie, ils font semblant de l'ignorer. Pourquoi? Qu'on crée les conditions, que nous puissions travailler, que nous puissions survivre. Vous avez abordé un volet des entraves qui a été un peu développé dans la première partie et je souhaiterais que les CITO reviennent un peu là-dessus. C'est par rapport aux infrastructures de qualité dont vous faites allusion tout de suite. Développez-nous ce contenu-là. Absence d'infrastructure, mais surtout infrastructure de qualité. Qu'est-ce qu'on met dans infrastructure de qualité, à l'image de l'exemple qu'il vient de prendre des murs acoustiques et autres? C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, on n'a plus de salles en tant que telles pour faire de gros spectacles. La demande est là, la demande est forte, mais les salles adaptées n'existent pas. Je prends un cas, vous prenez le Palais des Sports, le Aura 2000. Quand vous regardez de dehors, c'est beau. C'est un joyau. Mm-hmm. Mais j'étais très déçu par l'acoustique. J'ai même approché l'architecte qui a conçu ça. Je lui ai dit, mais c'était à une occasion, hein. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez concevoir un truc comme ça sans acoustique? Il m'a dit qu'il avait prévu l'acoustique. Et l'acoustique, c'était combien? Ça coûtait 50 millions de francs CFA. Et les gens ont dit que pour 50 millions, c'est une salle de sport. Ils n'ont pas pensé à la polyvalence de la salle. Ils ont dit non, mettre 50 millions dans l'acoustique, pourquoi? Pour une salle de sport, quand ils n'ont pas besoin de ça, ils ont biffé. Et aujourd'hui? Voilà, pour 50 millions, on peut pas faire une salle à des milliards, tout en sachant que le sport qui est pratiqué dedans, que ce soit le sport de main qui est pratiqué dedans, ne peut pas rentabiliser cette salle. Donc il fallait la penser de façon polyvalente pour qu'elle puisse s'adapter. On a récupéré le terrain municipal. La FIFA a récupéré le stade municipal pour en faire un gazon synthétique. Mais ailleurs, sur le gazon, quand on fait un gazon synthétique, on prévoit comment on appelle ça, un revêtement pour les spectacles. Pour qu'on puisse faire du spectacle sur le gazon synthétique. Aujourd'hui, quand vous allez demander le stade municipal, on vous dit non, que c'est pas possible parce que la FIFA a mis du gazon synthétique, on ne peut pas faire de concert, les gens vont venir fumer, ils vont brûler le gazon et tout ça. Mais il fallait penser à ça. C'était une salle intermédiaire qui nous permettait, c'était une place intermédiaire qui nous permettait. Aujourd'hui, le spectacle doit être fait forcément au stade du 4 août. Mais les gens sont éloignés du public, de la scène. Ils n'y vont pas. Et même pour sonoriser le stade du 4 août, il fallait chercher dans 4-5 millions de sonos. Donc, du coup, il n'y a plus de gros spectacles. Et puis, il y a plusieurs facteurs. Il faut que, comme on a dit, chaque fois que je pense qu'il y a une salle qui doit être faite, il faut aussi qu'on associe les gens de la filière, ceux qui en vivent. Je me demandais s'il n'y a pas de concertation dans ces conceptions d'infrastructures-là. Non. Les concertations, ce n'est pas avec les gens de la filière, ceux qui en vivent, non. C'est des fonctionnaires qui sont assis dans leur bureau et qui pensent à notre place. Oui, exactement, c'est ça le problème. Qui pensent à notre place. C'est ça qui est la vérité. Mais regarde même le Sénazar. C'est dommage. Jacob est là. Voilà. Même la culture à la dernière minute, c'est Jacob qui a récupéré ça. Il est là, il peut témoigner. Mais c'est vraiment dommage. Bon. Peut-être, M. Zongo, développez-nous le concept d'infrastructure polyvalente davantage. Non, je voudrais dire que nous abordons là une étape du débat qui va sûrement lever des passions. Mais je crois qu'au-delà de la façon dont nous allons dire ce que nous avons sur le cœur,
il faut que les uns et les autres, notamment les autorités que nous allons interpeller, comprennent évidemment que notre interpellation n'est adressée à personne en particulier. Nous allons souvent évoquer le ministère de la Culture parce que c'est notre ministère de tutelle, mais nos interpellations ne sont pas spécifiquement adressées au ministre Baba Ama. Le ministère est une institution qui demeure, et quels que soient les ministres qui passent pour animer cette institution-là, eh bien, les doléances seront permanentes, chacun pourra faire ce qu'il peut et s'en ira. Donc ce n'est pas des personnes qui sont visées, mais c'est nos autorités de tutelle, au-delà même du ministère de la Culture, c'est d'autres autorités à un échelon plus élevé, parce que on s'accorde sur les discours pour être fiers de notre culture. Il faut absolument que dans les faits, dans les actes, les choses se vivent aussi. C'est ça qui fait que les acteurs sur le terrain en ont un peu gros sur le cœur et font des recommandations, font des observations pour que les choses s'améliorent. Parlant des salles, eh bien, on peut se féliciter si on fait de la comptabilité arithmétique en disant que nous avons un certain nombre de salles. Mais ce n'est pas l'infrastructure physique qui est arrêtée là, qui est importante pour les acteurs du terrain. Je sais que si on doit citer les salles de Ouagadougou, on va vous dire le Sénasa, on va vous dire la Maison du Peuple, on va vous dire le Palais de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Diangani, etc. Pour nous, acteurs du terrain, aucune de ces salles-là ne répond aux normes qui auraient pu permettre des performances intéressantes du point de vue de la production artistique. Ils ont parlé par exemple de l'acoustique, mais c'est un phénomène technique pour lequel il y a des spécialistes. Et quand on a en projet l'érection d'une infrastructure culturelle, il faut, et ça c'est un vœu ardent que nous édictons là, il faut que les spécialistes soient associés à la conception de l'infrastructure et à sa réalisation. Je rappellerai par exemple que lorsqu'il s'agissait de diriger le Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Diangani, en son temps, Simon Comporé, maire de la commune de Ouagadougou, nous a fait appel au regretté professeur Jean-Pierre Diangani, dont le nom a été donné donc à cette infrastructure, au professeur Prosper Compaoré et à ma modeste personne. Il voulait que nous venions en tant que techniciens pour jeter un coup d'œil, lui faire des suggestions, des propositions, voir si tout allait bien. Malheureusement, lorsqu'il nous a fait venir à ces rendez-vous que vous savez, hein, le maire il donne rendez-vous à 6h du matin. Donc à 5h vous êtes debout, à 6h moins le quart vous êtes chez lui. Bref, quand nous nous sommes rendus sur place, le gros œuvre était fait. Le béton était coulé, les murs étaient érigés, les gradins étaient coulés et nous avons noté immédiatement des insuffisances. Il n'y a pas de profondeur, l'acoustique laissait à désirer, etc. On a fait des propositions radicales. Jean-Pierre a par exemple demandé que l'on coupe un certain nombre de gradins pour permettre la profondeur. Le maire a dit tout de suite non. Mais si on avait été associé au départ, peut-être que l'architecte, qui a évidemment sa compétence, ne sait pas quelles sont les subtilités, quelles sont les spécificités de l'exploitation des productions artistiques que l'on veut faire dans cette salle. Ça veut dire actuellement c'est pratiquement exclusivement pour quel sous-secteur de la culture? Quelle manifestation? Pour le palais de la jeunesse. Art et spectacle. Art du spectacle. Oui, c'est art du spectacle. Alors qu'on aurait pu faire autre chose. Mais bien sûr, c'est-à-dire il faut d'abord que nos dirigeants dorénavant se disent que toute érection d'infrastructures culturelles doit prendre en compte le caractère de polyvalence. Je crois que nous sommes un pays aux moyens très limités et c'est très malheureux d'aller dans une région qui dispose par exemple d'une salle de spectacle et que toutes les disciplines artistiques ne puissent pas se produire là-bas. Il faut qu'on puisse faire du cinéma, il faut qu'on puisse y faire du théâtre, il faut qu'on puisse y faire des concerts, il faut que la notion de polyvalence là nous fasse gagner parce que économiquement, ça permet de ne pas ériger plusieurs infrastructures d'un
Et de deux, ça permet aussi que les acteurs sur le terrain se bousculent pour la programmation et l'exploitation de la salle, ce qui va créer donc un centre vivant, dynamique et projeter la culture dans tous ses aspects au niveau de la région qui abrite cette salle. Il faut que là, on arrête parce que l'observation a été faite à certaines autorités, notamment pour ce qui concerne la salle de Bobo, une très belle salle. Ça fait donc des bilans politiquement alléchants. Nous avons telle salle, on a telle infrastructure, etc. Mais il y a des acteurs sur le terrain qui ont eu l'outrecuidance de relever que la salle ne répond pas à un certain nombre de normes techniques et ça a malheureusement suscité le courroux de certains responsables aussi qui ont déclaré que les artistes ne sont jamais satisfaits. Vous dites qu'il n'y a pas de salle, on vous fait des salles, vous trouvez à redire, etc. Mais je crois que quand on veut le faire, il faut associer les personnes qui seront appelées à exploiter, à utiliser ces salles-là. Ça ne coûte absolument rien. Je ne vois pas un spécialiste qui va dire « mais si vous voulez ma consultation pour l'érection d'une salle, il faut me payer ». Non. Nous savons que l'infrastructure, c'est pour nous. Nous sommes prêts à nous investir autant que nous pouvons pour aider à ce que l'efficacité et l'efficience soient au rendez-vous de cette infrastructure culturelle. Sinon, c'est du béton, malheureusement, pour pas grand-chose. Le problème des salles, c'est une réalité. Mais je pense qu'actuellement, que les choses sont en train d'être faites. Parce que pour la dernière salle, actuellement à Dori, en tout cas, on nous a associés dès le départ, depuis le plan. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne risque pas d'avoir le même problème que les autres salles. Sinon, si je vous parle de ce qui s'est passé par le passé, c'est très grave. Même le Sénasa, qu'on connaît très bien, moi j'ai voulu faire la remarque, m'a convoqué quelque part pour me dire, voilà, le président vous donne ça et vous dites que c'est pas bien. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, mais c'est pas le bâtiment. Si le bâtiment est là, même s'il est beau, et à l'intérieur on ne peut rien faire, ça ne sert absolument à rien. Admettons, on ne peut pas jouer du théâtre dans la salle du Sénasa. Même les films, c'est difficilement que les gens écoutent, parce que le son, l'acoustique n'y est pas. Si on prend la salle, la plus belle salle du Burkina, c'est la salle de Bobo, dont je suis le directeur technique. Mais l'acoustique de la salle de Bobo n'est pas bien. Parce que c'est par téléphone qu'ils ont placé les absorbants. Or, ce n'est pas possible. Il y a des matières qu'on doit savoir à quel niveau il faut les placer. Tu les places en bas. Donc, ça ne va pas jouer le rôle que ça devait jouer. Donc, c'est des problèmes. Mais je pense qui trouvent solution déjà, qui sont en train de trouver des solutions. Oui, actuellement, je pense. Donc, vous nous rassurez qu'au niveau de Dori, toutes les commodités seront prises en compte. On a participé au début, mais à un moment donné, comme il y a eu des petits problèmes à ce niveau, je ne sais pas où on en est, mais au niveau de Dori, je suis très sûr. Premièrement, d'abord, il faut revenir sur 3 ou 4 interventions qui ont dit que Sédouni est presque fermé, parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'en 2001, 2002, 2003, on était encore dans le système où on avait le code des investissements qui nous permettait d'envoyer le matériel sans payer la douane. Et ensuite, je me suis plaint parce que la matière première était taxée à 48%, enfin à la 3e catégorie. Là, alors que la piraterie était laissée libre, et les 60 employés qu'il y avait à Sédouni, donc vous voyez sur le plan emploi, dès le début, une société qui commence avec 60 employés, bon, ça revenait à 10 millions par mois de salaire. Donc, en un an, vous êtes à 120 millions, en 5 ans, 600 millions. Qui peut tenir ça quand la piraterie est libre? Oui. Bon, donc, effectivement, à l'époque, il aurait fallu que le gouvernement intervienne depuis ces années-là, en ce sens que moi, j'ai commis peut-être l'erreur de croire que ce serait comme aux États-Unis, en Suède ou même en Côte d'Ivoire, où on comprend que tout ce qu'on fait n'est pas purement et simplement à profit. Parce qu'il y a des problèmes de formation des gens qui entrent, que l'État aurait dû prendre. L'État peut construire, comme on dit, les infrastructures, les routes, la formation des gens que vous embauchez, et que le privé doit prendre, bon, et développer tout un marché, un circuit de distribution, à partir de rien,
sans déjà des points de vente qui existent, financés par l'État. Bon, il y a beaucoup de choses de pas commercial et qui est plutôt du social. Quand on paye déjà des avances sur royalty à des gens qui n'ont pas encore vendu, bon, ça permet socialement de calmer effectivement 500 artistes qui ont quelque chose par mois et qui ont un espoir surtout de monter. Mais aucun soutien. Donc c'est pour revenir, pour redresser un peu ce point. Maintenant, CEDUNI n'a jamais été fermé, les impôts le savent. C'est ce que je disais tantôt. Elle n'a jamais été fermée, mais l'économiste que je suis calcule, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et quand on prend des prêts à la banque pour travailler comme toute autre entreprise, on se rend compte qu'on n'est pas aidé comme une entreprise de construction. Parce que les entreprises de construction, qu'est-ce qui fait la différence entre une industrie culturelle et une industrie, des gens de construction, je ne citerai pas de nom, entreprise, on peut même dire qu'un de des entrepreneurs que j'ai admiré depuis que j'étais à l'université, c'était Kanazoé. Mais imaginez une entreprise Kanazoé sans un contrat de l'État. Ça pouvait aller nulle part. Donc, il ne faut pas se moquer des entreprises culturelles si l'État ne vient pas et dit, telle personne, je veux tel ou tel concert de sensibilisation. Dans tous les pays, ça fait 20, 30, 40 millions, quitte à mettre tout le monde en compétition pour qu'ils aient un marché de l'État. Et quand on commence à parler d'1, 2, 3 milliards de marché, là, les gens vivent de quelque chose. Et tenez-vous bien, l'effet multiplicateur de ça, et ça a été vu dans les pays de l'Union européenne, où j'étais à Bruxelles il n'y a même pas un an, eux, leurs statistiques sont sorties. Vous parlez de 2,06 du PIB, mais eux, ils sont à 2,6 du PIB et ils sont même en avance sur la construction. Ouais. Donc, pour peu qu'on sème un peu en subvention pour aider ceux qui osent produire, on peut au moins leur faire à moitié prix parce qu'on sait tu as produit 2, 3, 4 albums. Le prochain album, on te finance pour que tu ne perdes pas et que tu puisses continuer à investir parce que l'industrie de la culture est au Burkina, comme dans beaucoup d'autres pays en développement, est une industrie naissante. Et quand on a une industrie naissante, la politique comprend pour la booster, ce n'est pas des cadeaux qu'on leur fait. Quand on leur donne une subvention, et c'est pour couvrir des frais que l'État aurait dû arranger avant qu'ils viennent. Je prends un exemple. Pour la musique, en Europe, personne ne vend encore... les CD viennent de remonter, mais c'est le digital qui est le double de la vente des CD. Donc, nous, on est en train de voir, et les opérateurs, comment on peut vendre nos œuvres sur Internet. Mais pour les supports physiques, CD, DVD et cassettes, ça a chuté, mais ce n'est pas parti. Mais il y a le problème de disponibilité du produit quand l'acheteur veut l'acheter. Et il y a le problème aussi du prix, comme vous le disiez, en ce sens que quand je vends un CD à 1000 francs, l'État veut 18% de TVA. Alors, si quelqu'un vient me dire, comme nous, au niveau de CEDUNI, on veut faire la production, la distribution et tout, il vient et dit, vous êtes mieux installé dans toutes les régions, je vous donne ma cassette à distribuer. Ou mon CD. Le CD, je vous le donne à 900. Et moi, si je le vends à 1000, ça veut dire que si les 180, il me faut payer 80 pour distribuer. Conclusion, personne ne distribue. Et il y a des consultants qui peuvent débarquer, je ne sais pas d'où, et dire, il n'y a personne qui sait distribuer ici. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Les gens ne sont pas bêtes, c'est tout. Les gens prennent leur argent pour acheter du riz, ils le vendent, c'est plus concret. Et pratiquement les banquiers applaudissent, on les poursuit. Alors que si on enlevait cette TVA, il y avait une raison de chercher au moins à distribuer à 50 francs le coût du transport jusqu'aux choses. Et il y avait une raison de faire le business. Ouais. Donc c'est pour dire que pour les infrastructures, puisque on vend plus assez un solo dia, comme le disait Papus au début, en fait, entre guillemets, je peux dire que CEDUNI, modestement, a réussi à cause des gens comme Fousseni, Papus qui étaient là au début, et Galbert, qui ont tous leur structure maintenant. Ce qui est bien, on peut compter plus de 200 structures
Bon, à partir des gens qui payent actuellement des salaires à des gens. Mais on peut dire que, puisqu'on ne vend plus des CD, tout le monde en Europe, partout, se sont lancés sur des spectacles. C'est ça qui paye. On ne peut pas pirater un spectacle. Alors, pour les spectacles, c'est pourquoi vous verrez un peu le lien. Bon, puis je vais finir mon intervention en disant que c'est une honte que quand des chefs d'État se rencontrent, on vous envoie des gens jouer en playback. En playback, ça dit que n'importe qui peut faire semblant de chanter la chanson de quelqu'un d'autre. Devant des chefs d'État, c'est une cérémonie, on dit que c'est le Burkina comme ça. Alors qu'il y a des entrepreneurs de spectacle qui peuvent, ensemble avec le théâtre, avec la danse, vous concevoir quelque chose pour chaque événement qui vient, pour que les gens même aillent avec des frissons en quittant le pays. Pour revenir. Voilà, pour revenir. Donc, il y a tous ces éléments de travail où on peut payer des gens même pour avoir une bonne image, avoir une bonne diplomatie, et pour que ça revienne. Oui. Plutôt que de dire, bon, ces gens-là, ils n'ont pas l'argent, ils sont comme ça. Vous ne leur donnez pas de marché public. Voilà. D'accord. Je pense que à travers cette émission, pour nous qui regardons la culture du dehors, nous avons beaucoup appris. Le diagnostic a été très clair, sans complaisance. Et du côté de l'État, du côté des acteurs. Et je pense que quand le médecin a fait un bon diagnostic, les soins vont avec. On sait de quoi on souffre. Donc le remède n'est pas loin. Je commence d'abord par l'État en disant, c'est vrai, on vient de loin. Le colonisateur nous a appris que ce que nous avons, c'est pas bon, c'est du folklore. La cravate vaut mieux que le boubou et que le gonré doit être rangé pour être remplacé par le pain et le café. Bref, c'est comme ça, on vient de loin quand même. Il faut reconnaître que c'est à partir de l'état d'exception que la fibre patriotique a réveillé un peu tout ce qui est culturel. Moi, je sais que c'est à partir de 83. On peut oser parler de la culture à la télé, à la radio, et ainsi de suite. Bon, après, ça a baissé un peu, mais quand même, le pétrole n'est pas fini, la lampe est allumée. Il faut peut-être augmenter. À travers ce diagnostic, donc, l'État a épinglé plusieurs fois. Et comme c'est lui le père, il vaut mieux commencer par lui. Travailler, c'est vrai, accompagner la culture qui n'est pas prioritaire dans le budget de l'État. Parce qu'effectivement, quand on classe, ce n'est pas la culture. Hein. Moi, ce n'est pas de moi. Hein. Tout le monde sait que quand on doit classer dans le budget de l'État, on ne commence pas par la culture. Aujourd'hui, on vient de se rendre compte que c'est plutôt transversal et que tous les secteurs impliqués un tout petit peu avec un peu de culture peuvent s'inscrire dans la durabilité. Et il faut ce qui est durable. L'économie n'est durable que quand elle prend racine sur la culture. Tout ce que nous consommons de Chine, de je ne sais quoi, c'est à partir de leur culture. Quand on reçoit un étranger ici, on court, on prend les verres en coupe, on lui sert du champagne, jamais du bangui ou bien du chapalo. Et le gonré, alors là, lui, il est rangé sous la table. Je pense que l'État, sachant donc que dans cet environnement de crise financière internationale, il n'y a plus de secteur qui n'est pas prioritaire. Il faut revoir les choses. Tout est prioritaire, surtout avec cette masse critique de jeunesse qui frappe à la porte de l'emploi. Si on forme mieux, si on organise mieux, si on travaille dans l'implication, la participation effective des acteurs qui sont ici et ailleurs, on va quand même peut-être amoindrir les erreurs. Parce que beaucoup d'erreurs ont été commises, peut-être pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on ne le sait pas. Pourquoi une salle est construite sans impliquer les acteurs? La preuve est là, la salle est jolie, politiquement correcte, mais techniquement nulle. On peut corriger. Je suis sûr que le ministre de la Culture nous entend. Du côté des acteurs, on vous demande de vous organiser, mieux organiser. Il y a trop d'amateurs. Je les soutiens. Ceux qui s'inscrivent comme ça, c'est vrai, je n'ai rien à faire, je vais à la culture, mais rien ne m'empêche de me spécialiser, de me former, d'aller, ceux qui sont les dévanciers, d'aller demander des conseils. Parce que c'est vrai, je vends du gonré, je veux le faire consommer, mais pas le gonré présenté comme ma grand-mère. Il faut revoir les designs. Il faut être plus propre. Il faut que ça soit valorisant. On vend le burkinabé, mais on doit vendre le burkinabé valorisé. Et c'est pour tout le monde. Pas le gouvernement, pas les acteurs, mais pour tout le monde. Toute la chaîne.
et même des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Quand on dit que la vendeuse de cacahuètes au NAC empoche quelque chose, mais la chaîne est longue. Chaque maillon doit être activé et il est temps d'y penser. Parce que la pauvreté, c'est la pire des maladies. Et surtout quand on ne soigne pas, ça termine par la folie. C'est pas moi, hein. La chanson le dit, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui murmurent. C'est des fous, c'est pas des fous, c'est des pauvres. Sur ce, nous allons suivre le dernier reportage réalisé par l'équipe d'Ecofinance. Il s'agit d'un micro-trottoir, critique et suggestion. On a beaucoup d'événements, mais lors de ces événements, nous-mêmes, on part juste pour observer. Pour la plupart aussi, partent juste pour le manger, la nourriture et autres. Mais est-ce que quand on part, on cherche à payer, on cherche à aider les commerçants? Les gens se déplacent pour venir exposer. Le secteur qui se déplace, est-ce que nous, on cherche à les aider à se développer? Mais non, on trouve aussi, si l'État subventionne, ça doit être un peu à nos moyens pour qu'on puisse s'en procurer. Parce que des fois, on trouve que c'est un peu cher. C'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute également. Il y a ça aussi à voir. Le gouvernement ne fournit pas beaucoup d'efforts dans ces cas-là. Parce que si on veut bien voir, c'est les anciens musées seulement qui sont là. On ne voit pas d'autres développements qui s'ajoutent. Même ce que la jeunesse aussi essaie de faire un peu, le gouvernement ne soutient pas la jeunesse, quoi. Donc moi je voyais que non, si on pouvait revoir un peu ça, donc la culture burkinabé allait beaucoup mieux développer que ce qu'on vit actuellement. Voilà. Si on pouvait renouveler tout ce que la culture burkinabé est en train de faire actuellement là. Le problème, c'est qu'on ne valorise pas ça. On préfère plutôt la mer, la plage. Or, on n'a pas ça. Et si vous n'avez pas ça, vous voulez juste aller jusqu'à contempler ces choses. Je préfère en fait me contenter de ce que j'ai, de le valoriser et d'amener les autres à aimer ce que j'ai. Chez nous, tout est tellement difficile qu'après la production, les gens ne s'investissent pas comme il se doit au niveau de la promotion. La promotion, c'est la plus grosse part en termes de carrière musicale. Malheureusement, on ne le fait pas. Il faut vraiment supporter, en fait, du moins aider les artisans d'ici à se faire voir un peu ailleurs. Un peu pour voir vraiment, c'est vrai que le siaoui il est bon et tout, mais nous attendons à ce que le gouvernement fasse un peu mieux que ça. C'est vrai que le simo qui est là, le siaoui et tout, mais bon, on attend encore une aide assez consistante pour pouvoir booster un peu nos produits locaux à l'extérieur. Je pense que ça peut être une certaine base pour le développement de notre culture à l'échelle internationale. Dans un premier temps, moi je pense qu'il faut les mesures d'encadrement et après il faut mettre les moyens qu'il faut et surtout encourager les artistes, quoi. Donc moi je pense que d'abord il faut travailler à faire ressortir les statistiques, à mettre les statistiques au jour et également à soutenir le milieu, à soutenir les acteurs du privé pour qu'ils puissent mieux booster le milieu. Moi en tout cas je pense que si toutefois l'État burkinabé arrive à allouer des fonds conséquents au domaine culturel, les choses iront mieux et ça va donner une certaine notoriété aussi bien au Burkina Faso qu'à l'économie du pays. Il faut d'abord passer par la sensibilisation. Il va falloir que nous, les Burkinabés, même, aiment ce que nous faisons. Qu'on accorde vraiment une place de choix dans nos pratiques. Et je dirais que au niveau national d'abord, que d'abord les autorités à leur niveau essayent de travailler davantage. Je n'ai pas dit que ce n'est pas fait, mais il faut que ça soit vraiment davantage. Je pense que l'État doit faire, c'est de nous accompagner, surtout sur le plan promotionnel. Moi, ça, c'est ma pensée. Mais le reste, c'est l'artiste qui essaie de développer, de voir ce qu'il peut faire pour accompagner, c'est-à-dire son activité, évoluer dans son secteur d'activité. Nous devons aimer ce que nous faisons, comme quoi consommer ce que nous produisons, non? Il m'a tout l'air. Réagissez par rapport à ces propos. Oui, je crois que... Afin qu'on aille prendre maintenant entrave par entrave et faire des propositions concrètes. Je crois qu'on vient de baliser pour ce qui concerne l'entrave du manque d'infrastructures. Je voudrais qu'on puisse cheminer par la suite ainsi, si vous en avez convenance, ou développer autre chose si vous voulez bien. Le consommateur, ce n'est pas le client qui est roi, selon le commerçant de la rue.
il dicte ses lois. C'est ce qu'il voudra consommer que vous allez produire. Et produisez tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas de son goût, il n'a pas choisi, vous ne vendrez pas. Je crois que le professeur pourrait me dire un peu sur cette règle-là du consommateur. Prenons le cas des spectacles. À spectacle amateur, vous aurez effectivement des spectateurs amateurs. Et à 300 francs l'entrée. Parce que c'est ça, il n'est pas sûr, il arrive, l'horaire, on a dit c'est 21h, ça commence à 23h, 24h. Bon, il était préparé, c'est pour ça que ça coûte 300 francs. On dit que tel artiste est prévu, toute la nuit, il ne voit pas cet artiste apparaître, si ce n'est pas pour longtemps. Ensuite, les prestations sont minables, pour deux raisons. Soit que le monsieur il se débrouille parce qu'il est sur scène, il n'a pas été préparé, ou c'est l'acoustique comme on vient de le soulever ici. Ce point-là nous amène à dire que le consommateur burkinabé, pour qu'il consomme les produits burkinabés, qu'il soit fier d'être, parce qu'il est fier d'être burkinabé, nous demandons aux acteurs culturels de faire un effort. Et tel qu'on l'a expliqué ici, notre point de vue, je crois que c'est l'État fait, mais il ne fait pas du bon côté. Le deuxième point porte un peu sur... Là, c'est deux autres points que nous avons à soulever et que nous allons partager avec vous, les acteurs culturels. On l'a vu à la Semaine nationale de la culture. Nous avons l'impression, dans un premier temps, qu'il y a une forme de dénaturation des cultures, des danses, qui peut m'expliquer ce qu'est une danse de synthèse. Est-ce qu'il y a un mixage? Qu'est-ce que la culture burkinabé? Est-elle unique ou elle est diversifiée? Est-ce que la culture mouaga se mélange à la culture Peul, Lobili, etc.? Donc nous sommes pour... Donc ces spectacles nous voyons avec des danses de synthèse, où on commence pas du tout, on n'a pas l'impression d'être au Burkina. C'est comme une troupe qui va en Amérique ou en Australie et qui veut, à travers 30 minutes de prestations, montrer un peu les valeurs du Burkina. Nous ne partageons pas très bien cette idée. Si elle n'est pas bien mûrie, c'est mieux de l'arrêter pour permettre d'avoir autant de culture, autant de danses locales. C'est la même chose que les compétitions interculturelles. Lorsqu'on voit, on dit danse de grâce. Moi, je suis lobby. Notre danse, c'est vraiment physique. Il n'y a pas à nous mettre sur la même table qu'une autre danse physique, parce qu'on n'a pas les mêmes pas, on n'a pas la même façon de le faire. Donc, les danses de grâce, force, acrobatie et tout ça, nous demandons que ça soit arrêté. Nous avons même vu des warba au coupé décalé, maintenant. Effectivement, en pleine SNC, nous avons des gens faire du warba, et puis ils ajoutent du coupé décalé au milieu avant ce kickback, donc où se coignent les fesses là. Etc. C'est pas la modernisation. Voilà, c'est pour cela que ça doit être abordé, pour qu'on sache réellement est-ce qu'on a besoin de cela. Est-ce qu'on est tous? Ah, c'est tous, surtout de la diaspora. Mais là, elles sont dehors, elles font les danses de synthèse pour montrer à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Darfour que voilà comment le Burkina fait, etc. Alors, donc, moi, je serais pour qu'aujourd'hui, on revienne à ce que le warba soit une musique, une danse typiquement burkinabé, qu'on peut danser en boîte. Authentique. Allez en boîte. Lorsqu'on met, paix à son âme, Bamogo, Jean-Claude, tout le monde sort, ils font un cercle. Et ça c'est beau. Vous voyez Eugène Kunker passer avec sa musique en boîte, les gens arrêtent et puis dansent le Dagara. C'est un appel que je voudrais lancer pour dire, nous ne nous retrouvons pas encore tout à fait dans quelle culture nous sommes. Parce qu'il y a un mélange des gens que je préfère ne pas trop. Peut-être que Papus pourrait me corriger là-dessus. Ok, Papus. En termes de suggestions, c'est sûr qu'il y en a tellement. Mais moi, je voudrais quand même appesantir sur un aspect. On a parlé tout à l'heure dans le reportage de valorisation. Et on ne peut pas valoriser sans une bonne communication, la promotion, sans informer. Et je voudrais, à ce sujet, quand même, dire le rôle que la télévision nationale du Burkina peut jouer. Au niveau communication, dans la promotion de la culture. J'ai vu qu'ailleurs, avec des artistes comme Alpha Blondy, ils ont émergé, mais quand on nous remontait le documentaire sur la carrière de l'homme, on a vu comment, dès les premières heures déjà, dans le journal de la télévision nationale de Côte d'Ivoire, Alpha Blondy faisait l'objet de débats avec des sociologues, avec des philosophes, avec l'artiste. Mais nous, jeunes, à l'époque, quand on regardait ça, on s'est dit, mais comment il peut susciter autant d'intérêt au point qu'on l'amène sur le plateau d'un journal télévisé? Parce que pour nous, le journal télévisé, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, ici, le choc, c'est qu'il faut attendre que Smarty remporte le prix RFI pour qu'on l'invite tout de suite sur le plateau de la télévision nationale du Burkina. Alors que l'homme a une carrière longue de plus de 10 ans.
Le jour où on a vu le groupe Yélène, un groupe de rap passer sur la télévision au Burkina, tous ceux qui sont dans le secret des dieux savent un peu que ça fait jaser un peu dans la maison. Parce que c'est un groupe de rap, parce que c'est de la musique, parce que c'est de la légèreté. Je pense sincèrement que notre télévision, qui est le média qui couvre le plus grand territoire, le plus grand espace au Burkina, et qui est sur le câble aujourd'hui, peut être très important. Donc, qu'on nous mette la culture chaque fois en fin de journal, et qu'on nous envoie ça peut-être un week-end sur 2, ça dénote à quel point on parle tant de la culture, mais dans les faits, on relègue ça au second plan. Et je pense qu'on doit accorder plus d'intérêt dans notre façon de voir l'angle dans lequel on veut chaque fois promouvoir la culture. Et ça peut être déterminant pour le théâtre, pour le cinéma. Voilà. Il ne faut pas attendre à chaque FESPACO pour venir parler de cinéma. Pas plus, mais il y a une émission qui est consacrée à la promotion de la culture, non? Une émission? Une émission télévisée, oui. Une émission saine, mais ça a lieu combien de fois? Mais regardez, vous qui regardez les autres chaînes, tous les jours, on parle de culture. Parce que la culture n'attend pas. C'est tous les jours. Il n'y a pas un secteur plus dynamique que la culture. Tous les jours, on parle de culture. Donc, on ne peut pas attendre 2 semaines pour regarder une émission de 52 minutes ou de 26 minutes sur la culture. C'est au jour le jour. OK. Toujours au niveau de l'entrave, communication, nécessité de promotion. Oui. Allez-y. Au niveau des investissements collectifs, équipements collectifs, les gens du spectacle souffrent beaucoup du manque de continuité de l'électricité et de l'Internet qui nous entrave beaucoup dans nos actions de développement des entreprises culturelles. Si l'Internet, c'est difficile, parce que c'est la bande passante, au moins l'électricité, les salles publiques qu'on connaît, telles que la Maison du Peuple, le Sénasa, la Maison de la Culture de Bobo, peut bénéficier de groupes auxiliaires que quand l'électricité coupe, on puisse relancer le spectacle au lieu d'attendre. La deuxième proposition, il existe non-présence du Burkina à l'étranger. Le BBDA a dit, nous sommes excédentaires au niveau des revenus venant de l'extérieur. Comment accroître ces revenus? Le professeur Guéda l'a bien dit, nous sommes excédentaires au niveau de ça. Nous recevons plus de l'extérieur que nous renvoyons au niveau de l'extérieur, au niveau du droit d'auteur. C'est parce qu'il y a une présence culturelle de quelques artistes. Et il faut accroître cette présence burkinabé, un label présence burkinabé à l'étranger, à travers l'aide à la mobilité aux artistes et à leurs œuvres. Ouvrir un portail burkinabé. Dans tous les pays, il y a un portail culture, Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire, dont le pays officialise beaucoup de choses. Et ce qui est important, à travers ce portail officiel, les liens qui irriguent vers les autres entreprises. Ça, c'est important. Et enfin, permettre aux entrepreneurs burkinabés d'accéder aux réseaux internationaux pour étoffer leur carnet d'adresses, pour développer des liens professionnels, comme on fait pour l'artisanat, comme on fait pour les opérateurs économiques qui font des voyages d'études en Chine, qui ont des tables, je ne sais pas. C'est possible. Quelqu'un a évoqué la libéralisation du marché des services et des biens de la culture, les commandes d'État. Aujourd'hui, ce secteur se fait de gré à gré. Peut-être qu'il ne respecte pas les normes des marchés publics de l'État. Pourquoi? C'est aussi des biens et des services qui peuvent stimuler la concurrence des entreprises, parce que ce dont nous parlons, l'économie de la culture, au cœur de cette économie se trouvent les entreprises. Leur vitalité va donner les emplois, va donner la richesse. Si les entreprises ne se portent pas bien, parce qu'il n'y a pas un jeu de concurrence, parce qu'il n'y a pas un libre accès au marché, nous nous fatiguons. Il faut créer les conditions, comme le président du syndicat l'a dit, pour que les entreprises puissent accéder au marché national, au marché étatique, par la libre concurrence des offres par rapport à l'État. Et enfin, il y a quelque chose d'important qu'on minimise. L'État burkinabé, j'ai une vision assez continentale des choses en tant qu'analyste et travailleur du secteur de la culture, que nous sommes un des pays où on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup fait de lois, on a beaucoup vraiment cherché comment développer notre culture. Mais l'effectivité est encore moindre. Et à ce niveau, je peux dire que le Burkina bénéficie d'une batterie incroyable de lois, dont seulement à peine 30% sont fonctionnelles
parce qu'ils ont des textes d'application. Sinon le reste, ce sont simplement des textes qui dorment sans applicabilité et sans fonctionnalité. Comment cela ce n'est pas possible? J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Diane Daniel qui a parlé de la consommation et surtout de la qualité attendue des produits. Je pense que nous avons des créateurs qui mettent de plus en plus sur le marché des produits de qualité. Mais on n'a pas encore un marché structuré. Il y a tout un travail à faire pour structurer le marché, dont un des éléments, c'est évidemment les commandes publiques. Les commandes publiques pour décorer les édifices publics, pour des productions diverses. Mais au-delà de tout ça, quelqu'un a dit qu'il faut qu'il y ait un peu plus d'estime de soi. Il faudrait que nous soyons un peu plus burkinabés. Il faudrait qu'on n'ait pas un pays qui est ouvert aux 4 vents et qui pense que c'est ainsi qu'il va pouvoir se développer. C'est vraiment impossible. Il faut nécessairement que nous ayons ici un minimum, un minimum de choses à faire pour l'incitation à la consommation de nos produits. Ce minimum-là n'existe pas. Et comme nous avons pris l'habitude pendant 50 ans d'avoir, on va dire, des habitudes de consommation totalement extraverties, cela nous prédispose à consommer de préférence ce qui vient de l'extérieur plutôt que ce qui est produit chez nous, même quand c'est de qualité. Smarty est revenu avec son album, combien de gens vont l'acheter? Voilà. Prenez n'importe quelle compagnie de transport, allez-y vers Bobo. Pendant 5 heures, on vous matraque de musique de tous les pays voisins, mais sauf du Burkina. C'est la même chose pour pas mal de choses. Je vais souvent dans les salles de conférences et autres. Même quand le gouvernement est là, qu'est-ce qu'on met comme musique? Allez-y à la SNC, Semaine nationale de la culture. Qu'est-ce que vous allez écouter? Allez-y au FESPACO, dès que vous rentrez au siège du FESPACO, pendant le FESPACO, vous êtes matraqué. Donc, quelque part, si on compte que sur le public, on va toujours rester dans un pays où il y aura de la production qui n'atteindra jamais son marché. Donc, il faut nécessairement une incitation à la consommation, évidemment des biens et services culturels, mais je pense que ça va petit à petit nous amener à consommer également tous les autres produits burkinabés. Et c'est cela qui va nous permettre de construire un marché intérieur fort, qui va être le premier marché des Burkinabés, avant d'aller vers la conquête des marchés extérieurs. C'est tellement vrai. La promo, d'abord, c'est la télé, c'est vrai. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de présence au niveau culturel, au niveau de la télé. Et le pourcentage en termes de présence au niveau de la télé doit augmenter. Parce que, souvent, comme on dit là, souvent c'est bien de tricher quand même, hein, quand ailleurs ça réussit. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, nous on est voisins de la Côte d'Ivoire, donc c'est normal qu'ils soient présents ici. Mais quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, pendant longtemps c'était les années 80, c'était le Makossa, la musique du Congo, et les Ivoiriens se plaignaient, les artistes ivoiriens, les Louga François, les Baïs Pinto, ils passaient leur temps à se plaindre. Jusqu'à ce que, petit à petit, on a vu des gens qui ont intégré l'INA, comme le Bokana Maïga. Ils ont fait venir, qu'on appelle, Manu Dubango, pour créer l'orchestre, la RTI. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on est surpris du résultat. Mais non, il ne faut pas être surpris. Ils ont mis en place des choses petit à petit. Et aujourd'hui, quand tu vas sur la télévision ivoirienne, pour faire une bonne promo, il y a des prix. Vous payez 600 ou bien 650 000. On vous passe des spots, 4 spots sur la télévision nationale pendant peut-être un mois et sur RTI 2 et avec Fréquence 2, avec une bande-annonce, il y a des émissions où vous êtes programmé automatiquement pour 650 000. Vous avez votre spot pour annoncer votre nouvel album et tout ça. Il faut regarder la télé, vous voyez un peu, vous allez voir ce qu'il y a fait là-bas. Mais ici, non. Mais c'est pas de la magie. Monsieur Souré, je crois que dans les années 97, la triste réalité que vous venez d'évoquer par rapport à la Côte d'Ivoire prévalait au Burkina. Au niveau de la télévision nationale, on était inondé de tout ce qui était Makossa, tout ce qui venait de l'extérieur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné,
il a été proscrit complètement à 100% même toute musique étrangère sur la chaîne nationale. Donc je crois qu'il y a un effort quand même qui est fait. Est-ce qu'il y a un... Ou bien c'est pas de ça on parle? Non, c'est pas de ça qu'on parle. Non. Allez-y. Non, pour nous, c'est pas une question de balancer les clips parce que la preuve, il y a des clips qui n'arrangent même pas l'artiste. On balance des clips où l'artiste, il était à ses débuts, ses cordes sont dehors, il court. Non, ça ne le valorise même pas. Ça le ramène à son départ pour dire, bon, t'as vu ici, tu étais maigre comme ça, tu vas faire le mal. Non, en fait, ça n'arrange pas. La promo, c'est l'actualité. C'est qu'il a sorti et il faut annoncer pour montrer que l'artiste est d'actualité. Voici son actualité musicale. Okay. C'est ce qu'on veut voir. D'accord. C'est ça la promo, c'est différent. Ok. Oui. Donc, pour finir avec la communication, on peut finir avec la communication. Rovan, vous voulez intervenir dans ce domaine? Je voulais juste dire que, compte tenu aussi de nos moyens ici, qu'on fixe un certain quota, un certain prix, parce que tout le monde sait que les artistes, les musiciens n'ont pas de grands moyens. Donc, si on fixe des prix un peu trop élevés, peut-être que tout le monde ne pourra pas avoir accès à une bonne diffusion au niveau des télévisions. Qu'on fixe des prix qui sont assez abordables pour tous, de sorte que tout le monde puisse bénéficier de cette communication-là au niveau des télévisions, des radios, partout. Qui souhaitent aussi avoir des communications, c'est-à-dire émettre une communication au niveau des médias d'État, quelqu'un qui a à Zorna ou ailleurs, qui a des bons produits artisanaux, mais il n'a pas accès aux médias publics parce que les prix ne tiennent pas compte de ces groupes de personnes-là. Or, ils sont très nombreux qui ont besoin de dire qu'à tel endroit, tel quartier, voilà, les produits que j'ai, venez voir. Il n'y a pas, en tout cas dans les conceptions des prix, on n'a pas pensé à ce groupe de personnes qui aussi sont très nombreux dans les différents quartiers. Au niveau de... C'est vrai que tout le diagnostic qui est fait ici, la proposition de solutions, moi ça me fait un peu rire. Parce que presque toutes les questions, les propositions qui sont faites ici sont déjà prises en compte par le ministère. Il suffit de voir le plan d'action du ministère, vous serez surpris que presque tout est dit. Quand on parle de structure relais dans la diaspora, oui s'il vous plaît, quoi, même la communication, tout y est. Maintenant, j'y arrive. Au niveau du ministère présentement, on c'est un moyen, c'est peut-être cette émission est un moyen de communiquer aussi sur le plan d'action. De communiquer le contenu du plan d'action. Voilà. Comment? Non, quand j'ai dit que ça me fait rire, ça veut dire, bon, c'est peut-être une manière de parler. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la communication, présentement, on est en train de vouloir élaborer une stratégie opérationnelle de promotion des produits culturels dans les médias publics. Ça va concerner Sidoya, ça va concerner la radio nationale et ça va concerner la télévision nationale. Et il y a déjà des premières idées qui sont en train d'être prises, mises sur papier. Par exemple, vous avez pas du packaging. On a pensé à ça aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous payez une certaine somme, vous arrivez à faire une communication sur tout le réseau RTB. Que ce soit au niveau de Ouagadougou que dans les régions. Et on veut même ouvrir cela à Sidoya. Alors que vous savez que Sidoya et la RTB, ce n'est pas deux mêmes entités. Donc il y a ces idées-là qui sont en train d'être venues. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le plus souvent, quand on a fait cela, on l'a donné aux acteurs du privé pour dire, donnez-nous aussi vos idées. Et jusqu'à présent, le retour est très difficile. On n'a pratiquement pas de retour. Monsieur Innocent Belem Tourou qui est là, vous avez reçu. Et la date est passée, vous n'avez pas envoyé de retour. Donc il y a ça aussi à un moment. Il y a la concertation que le ministère fait avec les acteurs du privé, mais il est difficile à un moment d'avoir du retour de ces acteurs-là. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est-à-dire que même si comme on parle de la promotion, c'est vrai que on va venir sur une télévision nationale, on va demander des tarifs préférentiels. Et ce qui nous a surpris, c'est que même à la télévision aussi, ce qui nous est revenu, ils sont en train de même penser à ça. Ils disent qu'ils sont en train de penser à un tarif culture et société. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont doucement. Mais voilà, non, c'est vrai que vous serez pressé. Maintenant, est-ce que les acteurs sont informés de... aussi. Non, maintenant, on va vous inviter aussi lorsqu'on vous invite à donner des solutions aussi à venir. Voilà. Donc, apparemment, les acteurs ne sont pas informés de toutes ces initiatives qui sont en gestation. Donc, c'est l'occasion. C'est ça. On insiste sur le volet communication et je suis d'avis avec vous parce que c'est un volet essentiel. Je ne me limiterai pas à l'aspect communication, je dirais valorisation. Il faut toute l'importance qu'on ne donne pas à la culture. Il faut que la culture ait toute son importance pour qu'on puisse voir tous les éléments. Quand on a parlé des problèmes d'infrastructure, quand on a parlé des problèmes de promotion, etc.,
c'est parce que on n'accorde pas toute l'importance à la culture, ou du moins à l'économie de la culture. Nous avons tous reconnu que la culture a été au début, elle a toujours existé depuis la naissance de l'homme, mais on a reconnu que c'est récemment qu'on a parlé de l'économie de la culture. C'est vrai. Et le rapport entre la culture et l'économie ne s'est pas fait au bénéfice de la culture. Les premiers théoriciens qui ont parlé de l'économie, ou du moins des industries culturelles, qu'on n'a pas trop parlé, c'est en 1947 que la première utilisation du mot industrie culturelle a apparu. Mais ces gens craignaient que face à l'avancée des technologies de l'information, il y ait une consommation de masse qui puisse dénaturer la culture. Donc, ça veut dire que pour eux, ils ne pensaient pas à une économie de la culture, mais au moins à une crainte du danger de la dénaturation, une marginalisation, une aliénation de la culture. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à valoriser la culture en commençant d'abord par les économistes. Beaucoup d'économistes ne s'intéressent pas à la culture. Et c'est récemment que les économistes se sont intéressés à la culture. Donc, il faut que les économistes puissent s'intéresser à la culture. Quand on parle de culture... Et élaborer des modèles de développement ou bien de croissance dont une des variables sera la culture. Richesses, création d'emplois. Quand on parle de culture, et vous allez vers les opérateurs économiques, ils vont rire. Ils vont dire que tous ceux qui sont dans la culture, c'est des gens... Bon, je ne vais pas utiliser des mots, mais c'est des gens qui s'amusent. Pourquoi les opérateurs économiques ne s'intéresseraient pas à la culture? Donc, c'est de la même manière, en remontant, en donnant plus d'importance à la culture, qu'on pourra mieux traiter cette culture-là au sein de tous les acteurs. Effectivement, dans toutes les interventions que nous avons suivies ici, les gens ont mis véritablement le doigt sur un problème majeur de notre culture, qui est véritablement ces salles-là, avec bien sûr le confort, les spécifications requises pour offrir des spectacles de qualité. Je crois que c'est un fait, nous ne pouvons pas contester cela. Nous ne pouvons pas penser que les acteurs sont en train de faire une peinture au vitriol de notre action. Et je veux rassurer M. Zongo que le ministre de la Culture ne prendra jamais cela comme une attaque, une atteinte ou bien quelque chose qui est orienté contre lui. Non, nous sommes ouverts à la critique. Je crois que ce qui se dit ici, c'est véritablement des critiques constructives. Mm-hmm. L'objectif recherché, c'est véritablement d'améliorer l'existant. Tout le monde connaît l'histoire des salles au Burkina. On avait quelle salle? Ça a commencé par les maisons de la culture. C'était là le cadre d'expression de la culture. Progressivement, on s'est acheminé vers la maison du peuple, qui a été conçue pour... C'était le siège d'un parti politique. Les gens se rappellent bien. Ce n'est pas conçu pour des spectacles. Mm-hmm. Hein? C'est peut-être par le truchement de l'ambassade de France, avec la création des centres culturels, qu'il y a quand même un embryon, il y a quelque chose qui a été fait. Et ce qui a été entrepris comme action, les salles qui ont été réalisées. Hein? Tout le monde a parlé ici du cas du Palais de la Culture. Nous sommes restés confinés dans je ne dirais pas nos divergences, mais véritablement, il n'y a pas eu une synergie d'action au niveau des départements ministériels pour asseoir véritablement quelque chose de solide. Hein? Je crois qu'il y a des gens ici qui ont dû quand même jeter un coup d'œil sur des dossiers, qui ont suivi des dossiers. Le technicien Bamoro a parlé un peu. Le DEP, l'ancien DEP qui est inspecteur technique aujourd'hui, je crois qu'il peut peut-être nous en toucher un mot. Mais ce qui est sûr, tout le monde a compris qu'il y a eu des failles, il y a eu des erreurs. Et nous vous concédons véritablement ça. Il s'agit maintenant, vous avez fait des propositions, il s'agit maintenant de prendre en compte toutes ces propositions-là, de travailler à ce que chaque fois qu'il y a une infrastructure qui doit être mise en place pour véritablement assurer la promotion, que ce soit du sport, que ce soit autre chose, qu'on pense à une salle polyvalente. Mm-hmm. Hein, une salle multifonctionnelle qui va permettre véritablement l'expression de tous les arts. Et créer une économie tout autour. Absolument, absolument. Voilà. À Ouaga 2000, je me rappelle pour les Lompolo, le Premier ministre a été interpellé par les acteurs du théâtre. Ils ont souhaité avoir un théâtre national. Je crois que la brèche est ouverte. Okay. Il a demandé au département technique d'y réfléchir.
et de faire des propositions. Hein? Je crois que vous êtes dans votre bon droit, vous avez dit des choses telles qu'elles sont, et nous, c'est ce que nous attendons. Okay. Dans le cadre des propositions concrètes, je ne vais pas faire mien ce slogan des révolutionnaires qui dit « Soyons raisonnables, demandons l'impossible ». Mais c'est à peu près ça. Je crois qu'en termes de propositions concrètes, je voudrais que nos autorités essayent de marier la considération extérieure et peut-être intérieure qu'elles-mêmes ont de la culture, de notre culture, avec ce que l'on peut constater concrètement sur le terrain comme acte, comme comportement, comme façon d'agir qui donne la preuve que cette culture-là, effectivement, leur tient à cœur et que ce n'est pas des paroles vaines. Et dans ce cadre-là, je voudrais par exemple proposer que, compte tenu du caractère spécifiquement culturel qui est reconnu dans notre pays, le ministère en charge de la culture qui a souffert, et ça ce sont les contraintes institutionnelles que l'on peut relever dans les documents du ministère, qui a connu de par le passé des ballottements, rattachements à tel autre ministère, secrétariat d'État, etc. Et tout ça. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais je crois que tout le pays, ses amis, ses partenaires comprendraient bien qu'un acte politique fort du genre nommer un ministère d'État pour s'occuper de la culture au Burkina Faso, ça vient bien sûr. Il y a des ministères, comme on l'a fait savoir dehors, qui ne sont pas des ministères d'État, mais qui sont bien confortablement assis. Donc, ce qui doit accompagner justement cette promotion-là, parce que là, c'est un caractère politique qu'on affirme, il faut qu'il y ait l'accompagnement financier conséquent pour que ce ministère-là puisse effectivement remplir sa mission régalienne de promotion de la culture qui fait la fierté de notre pays. Je vais ouvrir une petite brèche là, oui, avant que vous ne développiez. Quel est la contribution de l'État au financement de la culture? Je veux parler du budget de... Comment? Non, je ne parle pas en valeur relative. Parce que quand on parle en valeur relative, le plus souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Ça fait combien en valeur absolue? Et peut-être une progression depuis un certain temps. Voilà, un certain nombre d'années. Parce que j'ai cru entendre, oui, elle va confirmer, j'ai cru entendre que le budget du ministère est passé du simple au double en un laps de temps. Allez-y, Madame la directrice de l'administration et des finances. J'ai bien dit culture et tourisme. Donc ce sont les deux, Mambel, comme vient de le dire le technicien, le conseiller technique du ministère, représentant monsieur le ministre. Donc pour les deux volets, culture et tourisme, tout titre confondu, dépenses de personnel, de fonctionnement, transfert courant et investissement. Pour 2012, nous avons eu un budget environ de 6 milliards. 6 milliards. Environ. Est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau de ce budget-là dans les années 2006-2007? Est-ce que vous avez une idée? Il est un peu difficile dans la mesure où le budget concernait aussi bien la culture, le tourisme et la communication. Donc il est un peu difficile de faire la comparaison avec les années avant l'éclatement du ministère en deux, culture et tourisme et communication à part. Aussi dans l'affirmation de la politique donc culturelle que l'on veut promouvoir, que ce ministère d'État-là, s'il a accepté, soit doté du financement nécessaire pour mener ses activités. Mais si ce n'était pas le cas, il y a déjà
dans le cadre du soutien à l'économie de la culture, l'Agence de développement des industries culturelles et créatives, ADIC, qui a besoin d'un soutien important. C'est une agence auprès de laquelle les acteurs culturels pourraient aller donc faire des prêts ou négocier des subventions pour leurs activités. Donc, c'est un instrument qui va véritablement permettre aux acteurs culturels d'avoir un partenaire sur lequel s'adosser pour mener leurs activités. On sait qu'au niveau des banques, ce n'est pas évident. Donc, il faut que nos autorités soutiennent fortement cette agence-là naissante. On entend parler d'une dotation ou d'un budget prévisionnel d'1 ou 2 milliards pour démarrer, je crois. Mais si c'est le cas, nous pensons que c'est faible, puisque ça est une dotation que le cinéma peut digérer en une seule production. Nous suggérons par exemple que une dotation d'environ 5 milliards soit mise à la disposition de cette agence qui va profiter à tous les acteurs culturels de ce pays. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Il faut que toute la chaîne institutionnelle de notre pays, de la présidence en descendant jusqu'aux directions générales, en passant par les ministères et tout ça, puisse donner le haut-là de la consommation de la production culturelle nationale. On a cité le cas, par exemple, des produits décoratifs dans les ministères, dans les institutions nationales, mais il y a beaucoup d'autres choses. On a parlé, par exemple, des tenues vestimentaires. Pourquoi est-ce qu'on ne décréterait pas que toutes les cérémonies officielles doivent être abordées avec un costume traditionnel? Ça ne sera pas l'imposition qu'on a connue donc sous la période d'exception, mais ça sera une forme de stimulation pour amener les uns et les autres à consommer ce que nous produisons. Et effectivement, au niveau du menu aussi des réceptions, des cocktails et autres invitations, on peut tenir compte de notre production nationale, même si elle ne sera pas exclusive. Il faut qu'elle ait, par exemple, un ratio de 60%, tant au niveau du menu culinaire que de la participation musicale en animation ou artistique, etc. En tout cas, mettre l'accent sur la consommation de la production intérieure. Il faut aussi que des petites choses comme celle que Papus a relevée lorsqu'il intervenait, qui est que lorsqu'on regarde par exemple le journal télévisé, il faut toujours, nous qui sommes du milieu culturel, vous devez chaque fois attendre le dernier élément pour qu'on dise, bon, pour refermer ce journal, un petit élément de culture, etc. et tout ça, vous voyez. Et dans les discours, c'est le contraire. C'est la culture qui est mise en avant. On est fiers de notre culture. Par contre, dans les faits, vous voyez chaque fois que c'est relégué au dernier plan. Je voudrais rappeler rapidement, le ministre Jacques Guéda est là, peut-être qu'il pourra le confirmer, lorsqu'on voulait adopter le plan triennal du Conseil économique et social, j'ai relevé qu'il n'y avait aucune parcelle de culture dedans. Il a fallu donc que je le relève, qu'on m'autorise à faire des amendements pour qu'on conforte donc ce plan triennal. J'ai dû travailler en collaboration avec OD, qui était DEP à l'époque. Nous avons passé des nuits blanches aussitôt pour travailler à sortir des éléments pour intégrer dans le plan triennal du Conseil économique et social du Burkina Faso. Du Burkina Faso, vous voyez. Donc, on dirait que dans les discours, on sublime notre culture, mais dans les faits, il y a des petites choses comme ça qui montrent qu'on n'en tient pas compte. Et je crois que toutes ces choses-là doivent être prises à cœur pour que ça puisse changer. Il y a par exemple le problème de l'équipement. Les tarifs douaniers et toutes les contraintes qu'il y a pour l'importation du matériel de base. Pour la production artistique même, ça pose des problèmes. Un seul projecteur qu'un ami nous a ramené de Norvège, eh bien, il a fallu des courses de négociation, de coups de fil et tout ça, avant de pouvoir retirer cet unique projecteur-là d'occasion qu'il ramenait pour le sitôt, qu'on puisse le retirer au niveau de la douane. Il y a donc beaucoup de propositions, mais peut-être que les autres collaborateurs aussi vont apporter leur contribution. Ce qui nous anime, c'est que
nous arrivons au terme peut-être de cette émission-là, à faire prendre plus conscience de la nécessité de prendre au sérieux les discours théoriques et toutes les envolées lyriques que l'on sert à la culture lorsque c'est l'occasion et qui malheureusement jurent avec ce que nous constatons dans la réalité, parce que la culture demeure un peu un parent pauvre, sinon un parent déshérité. J'aimerais, on n'en a pas peut-être parlé assez, mais qu'on étudie les chaînes de valeur par rapport à chaque secteur et qu'on prenne chaque secteur et qu'on étudie les chaînes de valeur pour se rendre compte donc de son apport. Quand on prend par exemple le secteur donc du livre, on va se rendre compte qu'il y a une difficulté majeure qui est une variable à régler, qui est donc l'alphabétisation. On n'est pas alphabétisé, on a produit qui va lire. Voilà. Donc, j'évoque ça pour montrer l'importance donc d'une approche par chaîne de valeur par rapport à chaque secteur donc de la culture pour mieux apprécier ce que j'appelle donc l'économie de la culture. Le troisième élément, au niveau du financement, j'ai une petite idée. S'il vous plaît. Au niveau du financement, j'ai une petite idée. Si les banques ou les institutions financières ont de la peine à accompagner le secteur, pourquoi ne pas avoir donc des groupes de lobbying ou des sortes de propositions? On peut aller voir les banques et dire, bon, nous vous donnons l'occasion donc de consulter telle ou telle personne quand vous avez un dossier culturel à entre vos mains qui pourrait donc vous instruire. Et je vais finir, madame, par la décentralisation culturelle. Aujourd'hui, pour l'économie de la culture, moi, je crois personnellement que en mettant donc les élus locaux, en mettant à contribution les collectivités territoriales, on peut arriver à une économie qui tienne la route. Et je pense que la coopération décentralisée est aussi un domaine qui fait rentrer donc de l'argent dans le secteur culturel, et il serait donc intéressant d'y voir de très près. Et enfin, le marché, je pense qu'en tant qu'espace UEMOA, c'est une véritable opportunité qu'on puisse partager la même langue dans l'espace UEMOA, et la francophonie pourrait être donc des socles sur lesquels on peut construire une économie de la culture dans l'espace UEMOA où on ne s'adresse plus aux Burkinabés, mais on s'adresse à la famille francophone. Si j'avais plus donc de temps... Non, et comme vous n'en avez pas... Non, sinon j'allais terminer par le partenariat secteur privé-public qu'il faut renforcer. Et je crois que le secteur privé, l'État burkinabé, le ministère de la Culture peut compter sur le secteur privé pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés en termes donc de développement culturel. Il y a eu une étude faite par un groupe de personnes spécialistes de la question de la culture, selon la définition qui a été donnée en premier lieu, et donc qui a regroupé des représentants des différentes confessions religieuses, la société civile, les coutumiers, etc. Et l'étude a conclu, le document est intitulé Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, elle a fait la situation et elle a essayé d'apporter, de suggérer des solutions, en concluant qu'il faut mettre en place une équipe de spécialistes pour réexaminer les écritures saintes, les pratiques positives dans les coutumes, etc., afin d'en dégager quelque chose de positif et d'utile qui puisse permettre en tout cas de booster la culture. Donc moi j'inviterais en tout cas à relire ce document et à mettre éventuellement en place cette équipe-là. En termes de propositions concrètes, vous avez des télévisions nationales environnantes où vous payez 650 000 francs CFA, vous avez droit à 200 spots, 200 diffusions d'un spot, quelle que soit la durée de spot télé, et vous avez 300 diffusions de spot radio. Vous organisez un événement, vous sortez un album, vous achetez un package. On peut le faire au Burkina. Je vais terminer en disant que c'est vrai qu'aujourd'hui on a abordé plusieurs contraintes, mais malgré tout le tableau un peu noir que nous avons dépeint,
nous sommes perçus, nous Burkinabés, à l'extérieur comme un pays culturellement très dynamique. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons régressé en termes d'activité, nous sommes moins dynamiques, on aurait souhaité être plus loin, mais nous sommes perçus comme un pays culturellement très dynamique. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il en soit on a fait des propositions ainsi aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et mieux. Et c'est ce qu'il faut retenir. L'objectif général, ce n'est pas de se partager le petit gâteau qui est là. Réfléchissons à faire grandir ce gâteau culturel afin que tous les Burkinabés puissent en profiter. Je saisis l'opportunité pour véritablement saluer cette belle initiative de Madame Amina Bila, qui nous a donné l'opportunité de partager ensemble ce que nous avons en commun. Je crois que si mes informations sont exactes, c'est sans doute la première fois qu'une brèche est ouverte pour permettre à un département de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler d'aspects le concernant. Parce que jusque-là, c'est véritablement au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et nous saluons cette belle initiative-là et nous promettons ici de véritablement prendre en compte toutes les propositions qui sont faites. Il y va de l'intérêt de notre maison commune, le ministère de la Culture et du Tourisme. Culture existe parce qu'il y a des acteurs culturels. Sans vous, nous ne sommes rien. Et nous allons être amenés quand même à consolider tout ce qui a été dit ici. Il y a des cadres de concertation qui existent et cela va nous permettre d'asseoir une véritable stratégie. Les directions sont là et nous le trouverons pour mettre tout ça en œuvre. Nous voici au terme de 90 minutes consacrées aux échanges sur l'apport de la culture au développement du Burkina Faso et à l'économie burkinabé. Des critiques fort constructives ont été faites, des engagements des autorités sont pris pour accorder le maximum d'attention à l'ensemble des suggestions et voies et moyens ici formulés afin d'assurer une meilleure contribution de la culture au développement du Burkina Faso. Nous remercions Monsieur le ministre de la Culture qui a sollicité cette émission et remercions ARPIC pour son accompagnement rapproché dans la préparation de cette émission. Merci également au ministère de l'Économie et des Finances, sponsor de cette émission depuis 2003. Notre remerciement particulier est à vous, chers invités, qui êtes venus très nombreux participer à cette émission qui s'annonce déjà comme une émission de très belle facture, tant la qualité des participants et la qualité des interventions étaient à la hauteur. En attendant la disponibilité des acteurs du secteur minier pour le développement de la thématique sur l'apport du secteur minier dans le développement du Burkina Faso, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines autour de la thématique sur les pôles de croissance, enjeux et perspectives au niveau du Burkina Faso. Merci à tous et à très bientôt. Avec elle, mes missions à l'étranger sont plus faciles. Loin de ma famille pour mes études, avec elle, mes parents me savent à l'abri. Avec elle, je fais mes achats en toute sérénité. Avec elle, je suis plus en sécurité. Elle, c'est Coris Cash, la première carte électronique prépayée à puce de Coris Bank International. Coris Cash, c'est votre nouveau porte-monnaie électronique pour vos missions à l'étranger, vos voyages d'affaires, vos courses, vos achats sur Internet, vos transferts d'argent à vos proches sur leur carte. Avec Coris Cash, faites vos opérations bancaires dans le monde entier, avec ou sans compte bancaire. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque burkinabé certifiée ISO 9001, version 2008.